Ces appels au boycott très gentillets, très mainstream, évacuent complètement le problème politique de fond, qui est les relations qu'ont nos puissances occidentales avec ces États, avec ces pétromonarchies, avec ces dictatures. Il est peut-être très grave d'envoyer Kylian Mbappé au Qatar, mais il est encore plus grave d'envoyer des Rafales au Qatar. Et ça n'a pas suscité autant d'indignation quand la France, en 2015, a vendu des Rafales au Qatar, Rafales qui ont pu servir comme engin de mort. Thomas Liza, c'est un plaisir de lancer cette émission toujours debout avec vous deux, mes infatigables compagnons du média. Les autres le sont aussi, bien entendu. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va et toi ? Ça va, ça pourra aller mieux quand l'émission se terminera et quand on lira les commentaires enthousiastes, j'espère, de ceux qui nous regardent. Alors Thomas, comme ça, tu es pour la Coupe du Monde au Qatar. Genre, on a envie de te mettre au pilori, d'organiser un procès. Tu es pour la Coupe du Monde au Qatar, c'est très grave. Ah non, je ne suis pas pour la Coupe du Monde au Qatar. Alors peut-être que ça va en irriter certains, mais je reçois assez régulièrement des notifications sur mon téléphone. Il y a un débat vraiment qui est à la mode en ce moment, c'est faut-il, oui ou non, boycotter la Coupe du Monde au Qatar ? Alors, sur le fond, on est tout à fait d'accord, c'est une aberration écologique, c'est un drame humain, puisqu'il y a 6500 migrants qui ont été exploités, qui sont morts sur les chantiers en construisant les stades au Qatar. Et puis le Qatar, on sait ses liens avec les islamistes, on sait le peu de respect qu'il accorde aux droits des hommes et aux droits des femmes notamment. Mais c'est vrai que ces prochains mois, on va avoir tout un tas d'indignations contenues, de tribunes dans l'IB, de débats de salon pour condamner la Coupe du Monde au Qatar, pour dire combien c'est affreux. Ça a déjà commencé. Il y a des anciens footballeurs, notamment on se souvient, les plus vieux d'entre nous se souviennent d'Éric Cantona qui a dit qu'il éteindrait la télé. Alors c'est quand même très sympa, ça fait parler de soi, ça fait se mettre en avant, ça fait faire un peu de buzz, ça permet de gagner des milliers de followers sur Instagram ou sur TikTok, mais au fond, ça règle absolument pas le problème, parce qu'on sait que depuis des décennies, le sport est une vitrine pour les dictatures. On se souvient que la Coupe du Monde de 1978 a été une vitrine pour les colonels en Argentine. On se souvient des Jeux Olympiques organisés dans des pays aussi démocratiques que la Chine, que la Russie récemment. Et en fait, ces débats un peu convenus, finalement, ces appels au boycott très gentillets, très mainstream, évacuent complètement le problème politique de fond, qui est les relations qu'ont nos puissances occidentales avec ces États, avec ces pétromonarchies, avec ces dictatures. Il est peut-être très grave d'envoyer Kylian Mbappé au Qatar, mais il est encore plus grave d'envoyer des Rafales au Qatar. Et ça n'a pas suscité autant d'indignation quand la France, en 2015, a vendu des Rafales au Qatar, Rafales qui ont pu servir comme engin de mort. Pareil pour les armes qu'on a livrées à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis qui ont permis de bombarder le Yémen. Quand Emmanuel Macron, cet été, a inauguré non pas la Fashion Week, mais la Dictator Week, en recevant successivement le prince héritier d'Arabie Saoudite, le maréchal d'Égypte et le président des Émirats Arabes Unis, on n'a pas entendu toutes ces personnalités, toutes ces stars, tous ces people s'indigner, alors qu'en fait, ça devrait faire corps avec la dénonciation du boycott et pas seulement être un effet de mode, comme ça semble être le cas aujourd'hui. On va remplir des pages de tribunes, on va remplir des heures de conversation sur les plateaux télé sans que rien ne change. Vous savez, c'est la phrase de Charles Péguy qui disait « ils ont les mains pures, mais ils n'ont pas de mains », et malheureusement, ça va encore s'illustrer aujourd'hui. C'est un propos un peu à contre-courant, Lisa, mais finalement, qu'est-ce que ça t'inspire, ces polémiques sur la Coupe du Monde au Qatar ? C'est qu'en fait, ça fait 5-6 ans qu'on sait que la Coupe du Monde aura lieu au Qatar, que Thomas l'a rappelé, il y a un an, le Guardian avait révélé ce chiffre de 6500 morts sur les chantiers, et j'ai l'impression qu'on le découvre depuis 1 ou 2 semaines, donc ça pose question, ça fait vraiment des années qu'on le sait, et alors c'est encore pas le même sujet, mais ça me fait penser à tout ce genre de pays qui sont admirés pour leur innovation technologique et qui cachent derrière des énormes drames climatiques et surtout des drames humains meurtriers. Ça me fait penser à Dubaï aussi. Enfin, Dubaï, le paradis des influenceurs et des influenceuses françaises. Voilà, pour ne pas citer le complément d'enquête qui était sorti, mais voilà, c'est
c'est cette admiration pour toute cette innovation technologique qui aujourd'hui me questionne énormément sur où on est. Et Thomas a rappelé tout le reste, mais c'est vrai qu'on se réveille maintenant alors que ça fait des années qu'on sait qu'elle aura lieu au Qatar. Et en plus, c'est pas la première Coupe du Monde qui cache des drames sociaux. Enfin, on se rappelle au Brésil, et on peut s'en rappeler plein d'autres, où il y a cette énorme dichotomie entre la richesse et la pauvreté qui habite vraiment comme ça, quoi. Et donc, ouais, ça questionne beaucoup. Franchement, il faudra le suivre, mais... Le football est aussi une analogie, en fait, d'ailleurs, une allégorie, pardon, des rapports de classe, des super revenus. Donc, c'est des super riches qui sont regardés par des super pauvres et finalement, c'est une industrie qui permet de calmer les super pauvres. Bref, ça va plus qu'une dénonciation. Et un symbole de l'époque, une dérive complètement folle, ces milliards dépensés en pure perte, ces stades qu'on va climatiser dans le désert. Et c'est vrai que même la gauche n'est pas forcément au rendez-vous, puisque Jean-Luc Mélenchon a appelé à boycotter la Coupe du Monde au Qatar, mais par exemple, il n'avait pas appelé à boycotter les Jeux Olympiques à Pékin en Chine, parce qu'il a effectivement une certaine complaisance avec la Chine, complaisance qu'on peut lui reprocher. Bon, la Chine, c'est aussi la deuxième puissance économique du monde, et quelqu'un qui aspire à devenir président de la France, est-ce qu'il peut vraiment boycotter la Chine est-ce que la France, par exemple, peut boycotter la Chine? Elle peut peut-être boycotter le Qatar, mais est-ce qu'elle est en mesure même de boycotter la Chine? Elle est quand même très dépendante du Qatar, surtout qu'en ce moment, on a quand même besoin de gaz et que le Qatar est le deuxième producteur de gaz au monde. Et surtout, il y a quand même une question qui devrait intéresser au-delà des tribunes convenues, c'est dans quelles conditions la Coupe du Monde au Qatar a été accordée. Parce qu'il y a des forts soupçons de corruption qui pèsent sur l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar et qui pèsent notamment, pas sur n'importe qui, sur Nicolas Sarkozy, qui était à l'époque président de la République, et sur Michel Platini, qui était à l'époque président de l'UEFA, avec ces fameux dîners qui ont été organisés à l'Élysée, où en échange de la Coupe du Monde au Qatar, l'émir du Qatar se serait engagé à racheter le PSG, ce qui a été fait, puisque le PSG est passé sous contrôle qatari. Ça serait intéressant de poser sur la table et d'étudier, que la justice fasse son travail, ou en tout cas que les citoyens et les stars qui aujourd'hui s'indignent et prétendent boycotter la Coupe du Monde au Qatar demandent une vraie enquête judiciaire sur ces questions qui sont d'intérêt public. Merci beaucoup Thomas, merci Lisa. On continue avec notre rubrique Le fond de l'info et deux sujets, l'affaire Quatennens et le retour de la réforme des retraites. Adrien Quatennens a reconnu avoir giflé il y a environ un an et jeté le téléphone de sa femme dans un communiqué sur Twitter. Ça, c'est plus récent, cette affaire de téléphone. En tout cas, il l'a reconnu dans un communiqué sur Twitter, 5 jours après les révélations du Canard enchaîné sur la main courante pour violence déposée par Céline Quatennens et qui visait le député de la France Insoumise. Il annonce également se mettre en retrait de sa fonction de coordinateur de la France Insoumise. Un mot sur ce communiqué d'Adrien Quatennens, Lisa. Alors, j'ai pris des petites notes parce que c'est un sujet important qui mérite réflexion, donc c'est pour ça que je vais regarder quelques fois. Mais là, on a un communiqué où il y a un responsable politique qui assume des violences conjugales et les explicite. Bon, alors, moi, j'ai plusieurs rappels à faire sur cette affaire-là. Il parle d'un moment particulier, rare et de tension. Alors non, le moment d'une séparation ou d'un divorce est très souvent le moment où la violence naît ou alors est aggravée quand il y en a déjà eu. Donc c'est vraiment une circonstance aggravante, c'est pas un moment rare, c'est pas un moment de tension. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'ont lieu le plus souvent les féminicides par conjoint ou ex-conjoint, au moment où la femme dit « je pars », c'est terminé. Que cette violence elle soit arrivée une unique fois, ça excuse en rien. Il le dit, il n'accepte pas ce divorce, mais une personne aussi désemparée, triste ou en colère soit-elle, et il n'y a rien à excuser. On ne peut pas dire je suis triste que ce divorce... Non, en fait, il n'y a aucune violence qui est acceptable. Pour les personnes qui tentent de minimiser les actes évoqués dans ce communiqué, alors il existe un baromètre des violences, il est très important. Il faut savoir que les violences, elles n'ont pas toutes la même gravité et elles forment en fait une pyramide qui peut s'empirer. Et les faits évoqués ici entrent dans ce baromètre. Une violence en amène une autre. Si une unique gifle devient acceptable, où est-ce qu'on va? C'est une question que je pose. Et il y a un chiffre à rappeler, 82 féminicides ont été commis par conjoint ou ex-conjoint cette année, sachant qu'il y a une recrudescence pendant les fêtes de fin d'année, donc le chiffre annuel, il va dépasser les 100 comme toutes les années précédentes. J'ai vu aussi beaucoup de choses sur les réseaux, etc. Il n'y a absolument rien de louable ou de courageux à avouer tout ça de la part d'Adrien Quatennens. C'est seulement la première étape, en fait, parmi d'autres, pour que les violences cessent et ne se reproduisent plus jamais. Maintenant, les prochaines étapes pour lui, ça va être de questionner ses émotions, questionner ses violences et de les régler. C'est tout ce qu'on attend de lui. Je déplore aussi que sa femme soit mêlée à tout ça, voulant rester dans l'anonymat. Et je me questionne, du coup, sur sa prise de parole à lui, dans tout ça, mais bon, le débat n'est pas vraiment là. Là, en fait, on est vraiment en train d'assister à une banalisation des violences, et ça, c'est très grave.
Alors, les réactions face à ce communiqué et ce retrait ont été très diverses, voire opposées, mais beaucoup de députés, cadres LFI ont salué son courage, sa franchise. Je vais vous lire la déclaration très remarquée de Jean-Luc Mélenchon, qui parle de la malveillance policière, je le cite en tout cas, la malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux se sont invités dans le divorce conflictuel d'Adrien et Céline Quatennens. Adrien décide de tout prendre sur lui. Je salue sa dignité et son courage. Je lui dis ma confiance et mon affection. Ce communiqué a fait beaucoup jaser, Lisa. En fait, moi, personnellement, les réactions des responsables et membres de LFI m'ont vraiment choquée. Et autre que personnellement, quand on travaille sur ces questions-là, c'est choquant parce que, en fait, on ressent au sein de LFI, des personnes qui se sont exprimées, pas toutes, on ressent vraiment un malaise entre condamner les violences et soutenir un ami. On voit vraiment que là, ils sont entre cette ligne-là. C'est un peu inévitable, ça. Alors, c'est compliqué. En fait, on voit qu'il y a un vrai manque de formation et d'éducation pour traiter et parler des violences sexistes et sexuelles pour certains et certaines. Enfin, j'ose espérer que c'est ça. Mais avec la longue carrière et les données disponibles pour Jean-Luc Mélenchon, c'est très peu pardonnable, cette prise de parole. Le message de Mélenchon que tu viens de lire, il est très grave et envoie un très mauvais message pour les violences sexistes et sexuelles. Pourquoi ? Parce que la première chose visée, c'est la police, les médias, Twitter. Et en fait, il y a un renversement complet de la charge de la culpabilité. On remplace le mot violence par divorce conflictuel. On le sait, les discours, ils sont politiques, les mots, ils sont politiques. Et en fait, là, Jean-Luc Mélenchon, il fait pas que s'exprimer, c'est un représentant politique. Donc sa parole, elle a du poids, sa parole, elle a du sens. Normalement, elle devrait représenter quelque chose. Et là, il porte un discours qui est très mal passé, et à raison. Ça participe vraiment à la banalisation des violences dans la société, des violences conjugales. Faut vraiment comprendre en fait que l'affaire Quatennens révèle une fois de plus un problème systémique. Et d'ailleurs, je parle des réactions critiquables, mais il y a aussi des réactions qu'on peut mentionner et qui sont justes, toujours au sein de LFI, parce que c'est le parti dont on parle. Celle de Danielle Obono, par exemple, où elle rappelle bien que c'est un problème systémique et que Adrien Quatennens n'est ni un héros ni un salaud, mais qu'il faut traiter le problème de fond. Et les autres réactions, elles n'aident pas du tout à aller dans ce sens. Jean-Luc Mélenchon, il a fait un deuxième tweet derrière. On sent qu'il tente de se rattraper, où il exprime son soutien aux victimes. Et il dit qu'Adrien assume et c'est bien. Non, je le répète, c'est pas bien. C'est la première étape de bien d'autres pour que cela n'arrive plus jamais. Sur les réseaux, Quatennens, il se voit attribuer des bravos, des félicitations, des courages. C'est à se demander s'il n'a pas remporté un prix. Je ne sais pas si tout ça est dû à de la maladresse, de la méconnaissance ou de la misogynie ancrée, ou les trois d'ailleurs. On connaît la force du patriarcat, inconscient ou non. Mais en 2022, d'un parti de gauche, ça, c'est plus possible. C'est plus possible. Alors, il y a eu d'autres débats sur la mise en retrait d'Adrien Quatennens de ses fonctions de coordonnateur de la France Insoumise. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'était la solution déjà ? Et est-ce que c'est la solution pour les violences sexuelles et sexistes en politique ? Il y a beaucoup de gens qui ont réagi en disant on ne va pas mettre au bagne un homme pour une gifle. Alors, au-delà de la banalisation qui est très grave, je le répète, le débat, il n'est absolument pas là. En fait, l'élément à surtout pas oublier dans cette affaire, c'est que Adrien Quatennens, c'est un responsable politique, c'est un représentant politique. Donc, on attend d'un représentant politique de gauche qui défend des valeurs féministes, on attend vraiment une exemplarité totale. Et son retrait, c'est la moindre des choses. Beaucoup pointent la dureté avec laquelle LFI est mis au devant de la scène, dont l'affaire est traitée, la dureté avec laquelle l'affaire est traitée. Mais j'ai envie de dire, en fait, c'est normal parce qu'on attend de la gauche une exemplarité totale, car historiquement et politiquement, c'est ce camp qui souhaite la fin du patriarcat et qui lutte pour le féminisme. Alors, on va écouter la réaction de Mathilde Panot dans le grand jury RTL-LCI. Une question peut-être sur le cas Adrien Quatennens. Il était présenté comme l'un des potentiels successeurs à Jean-Luc Mélenchon à la tête du parti. Est-ce que son avenir politique, notamment au sein de LFI, est compromis ? Non, je crois que justement, le fait qu'ils prennent cette décision, que nous avons, vous savez, par exemple, dans le groupe, nous avons rendu obligatoire, bien avant d'ailleurs cette histoire-là, nous avons rendu obligatoire une formation contre les violences sexistes et sexuelles. Et je vais vous dire, nous qui sommes attachés à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, nous ne pensons pas qu'un homme, même s'il a commis à un moment un acte de violence, est un homme qui est violent à vie, que ça serait naturel, que ça serait... Donc c'est aussi ça la lutte contre les violences. Donc non, je ne crois pas. Alors, c'est pas la première fois que Lisa, que tu écoutes cette intervention de Mathilde Panot.
En fait, quand Mathilde Panot a dit que son avenir politique n'est pas compromis, moi, ça me pose énormément de questions. Parce qu'elle a dit que les hommes ayant commis des violences ne le sont pas à vie. Ça, je suis d'accord, quand ils ont reconnu, ont été éduqués, ont fait un vrai travail sur eux-mêmes, mais qui demeurent représentants politiques. Rappelons qu'avec tout ça, ils restent députés. Ça pose énormément de questions par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur la représentativité, l'exemplarité, et ça doit entraîner un réel débat de fond sur nos représentants politiques. D'ailleurs, en parlant de ça, ça vient de sortir sur Twitter, etc. Il y a beaucoup de féministes qui commencent à tweeter le même tweet, je le cite, « Bonjour ELV, la cellule VSS, donc violence sexiste et sexuelle, a été saisie en juillet après des accusations de violence commises par Julien Bayou sur son ex-compagne. Comment s'assurer que les militantes sont en sécurité? Aucune mesure ne semble avoir été prise. Pourquoi ?» Donc les féministes lancent un message sur Twitter. Je pense que l'affaire est vraiment à suivre. Alors Thomas, c'est difficile de relancer sur ce sujet, mais on est obligé, parce que c'est l'actualité, d'évoquer le contexte politique dans lequel tout cela se joue, les enjeux politiques qui sont ceux en relation avec la personnalité quand même centrale d'Adrien Quatennens au sein de LFI, et au sein même de ce qu'on pourrait appeler la Mélenchonie, puisque c'est un proche parmi les proches de Jean-Luc Mélenchon. Alors, effectivement, c'est un peu secondaire et c'est un peu peut-être déplacé ou en tout cas indélicat de parler de ça alors qu'il y a un drame qui s'est joué et qui a été étalé aussi sur la place publique. Et Lisa en a très bien parlé, moi je ne reviendrai pas dessus parce que je crois que tout a été dit de manière fort brillante. Alors effectivement, c'est un coup dur pour la NUPES, pour la France Insoumise et principalement pour la Mélenchonie, puisque Adrien Quatennens était considéré par beaucoup, alors il y a eu des hauts et des bas, mais comme un des potentiels successeurs de Jean-Luc Mélenchon, notamment en vue de l'élection présidentielle de 2027. Et c'est vrai qu'effectivement, après ce qu'il a arrivé, après ce qu'il a avoué, ça sera très difficile pour lui de se présenter à l'élection présidentielle, en tout cas pour un candidat qui se revendique de gauche. Et effectivement, il y a beaucoup de gens à l'intérieur de la NUPES, même de personnalités au sein du Parlement de l'Union populaire, comme Claudine Cordani, qui ont dénoncé vraiment les tweets très maladroits et inconvenants de Jean-Luc Mélenchon, a annoncé quitter le Parlement de l'Union populaire. Donc c'est un coup dur pour la NUPES, c'est un vrai test aussi par rapport à ses valeurs, par rapport à ce qu'elle défend. Il faudra que la France Insoumise arrive à se relever, à surmonter cette étape. Ça ne sera pas simple, mais je pense qu'il y a une vraie introspection, et tu l'as souligné, à faire pour les dirigeants de la France Insoumise s'ils veulent vraiment défendre les valeurs qu'ils portent ou qu'ils prétendent porter depuis des années. Alors, qui dit rentrée, dit aussi retour du débat sur la réforme des retraites, parce que c'est notre rentrée aux médias, mais c'est la rentrée, le mois de septembre, le mois de la rentrée de manière générale en France. Emmanuel Macron demeure déterminé à faire passer la réforme des retraites. Lui a même traversé l'esprit de la faire dans enfin, il a été dit, parce que finalement on en est réduit aux conjectures, vu la manière particulière avec laquelle la Macronie communique. On a entendu dire qu'il voulait la faire passer via un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Mais même au sein de la majorité, cette idée ne plaît pas du tout. Enfin, elle ne plaît pas à tout le monde, hein. Il y a toujours des gens à qui ça va plaire. Tout le monde va hurler, prévient la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, selon Le Parisien, rapporté par Libération. En tout cas, Emmanuel Macron veut qu'elle se mette en place rapidement, cette réforme, où nous on dirait aux médias contre-réforme des retraites. Et il pourrait passer par le 49.3, faute de majorité absolue. On écoute un petit extrait d'une chronique de Clément Viktorovitch à ce sujet. Quand on justifie une seule et même décision avec plusieurs arguments différents, c'est peut-être que la véritable raison est laissée dans l'ombre. Alors, en va-t-il ainsi de la réforme des retraites ? Eh bien, la question se pose désormais. Ce midi, Olivia Grégoire, la nouvelle porte-parole du gouvernement, expliquait en conférence de presse pourquoi cette réforme serait, selon le président de la République, totalement indispensable. Alors, Thomas, Macron veut aller vite et fort, mais doit-il craindre une opposition frontale dans la rue ? On peut l'espérer. Il y a des manifestations. Nous, on me dit, on est comme ça. Nous, on est comme ça, on espère. Je crois qu'il faut y croire. Et puis voilà, le 29 septembre, il y a un appel qui est lancé par les syndicats à la grève. Effectivement, la réforme des retraites qui est annoncée sera un point chaud de l'automne, puisqu'il va décider de l'avenir de dizaines de millions de Français
pour des décennies. Et c'est vraiment une réforme de caste sociale, une réforme que veut imposer Emmanuel Macron depuis des années, depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Hein. C'est quand même quelque chose qu'il a amené et qu'il n'a pas pu mettre en œuvre, puisque très rapidement, il a tenté en 2017 de faire des réformes, il a supprimé l'ISF, il a cassé une partie du Code du travail, mais très vite, il y a eu les Gilets jaunes. Puis ensuite, il y a eu le Covid. C'est au moment où il a fait la réforme des retraites, réforme qui avait été freinée par le Covid et aussi par la démission de Jean-Paul Delevoye qui portait cette réforme pour des questions de conflit. Une énorme mobilisation dans la rue. À une l'époque, énorme on avait émission fait réprimée de manière très violente, et qui avait été couverte par le média. Mais là, il revient à la charge avec la volonté de porter l'âge de la retraite, l'âge légal de la retraite, à 64 ou 65 ans, ce qui est quand même un vrai pas en arrière, parce qu'il faut se rendre compte de quelque chose. J'ai écouté les discours qui sont étalés sur les plateaux télé, les plateaux mainstream, LCI, BFM, CNews, et c'est pour ça aussi qu'on crée notre chaîne, et qui disent « Ah, mais vous savez, c'est un peu le café du commerce, on vit plus longtemps, donc il faut apprendre à travailler plus longtemps ». Personne qui écoute ça se dit logique. Mais il y a une petite statistique. Il faut regarder l'espérance de vie en bonne santé. Elle est de 64 ans pour les femmes et d'un peu moins de 63 ans, 62,7 pour les hommes. Et surtout, elle n'augmente pas. Elle est stable depuis 10 ans. Et bien évidemment, il y a des disparités dans les classes de la population. On ne vit pas aussi longtemps quand on est un ouvrier et qu'on s'est cassé le dos qu'un cadre qui a travaillé dans un bureau. Et en fait, on va demander à des gens de travailler jusqu'à 65 ans, alors qu'ils ont de fortes chances de mourir à 62 ans, voire moins, ou au moins d'attraper des maladies graves qui peuvent être très handicapantes. Donc, alors, je te coupe pas, Thomas, mais moi, ce que je trouve totalement incongru, c'est la double injonction de changer souvent de boulot et de travailler jusqu'à 65 ans, parce que si vous perdez votre boulot à 60 ans et que vous êtes un ouvrier, et même un ouvrier spécialisé, même à 55 ans, la probabilité de retrouver un travail, elle est quasiment nulle, en tout cas, de retrouver un travail qualifié, si vous êtes un ouvrier spécialisé, par exemple. Et donc, quelque part, en gros, l'allongement de la date de départ à la retraite, c'est juste prenez vos retraites anticipées, perdez un peu sur votre retraite. Et bien sûr, on est un des pays en Europe qui insère le moins les seniors par rapport aux autres pays d'Europe. Et puis, il y a une deuxième injonction sur les plateaux télé qui est réapparue comme par magie. C'est ah oui, mais vous comprenez, maintenant, on va devoir faire des économies. C'est la fin de l'argent magique. Donc, c'était quelque chose qui avait cours avant la crise du Covid, qui tout d'un coup a disparu pendant la crise du Covid, où on a trouvé des milliers de milliards pour sauver l'économie. Et peut-être qu'on a eu, et sans doute qu'on a eu raison. Et aujourd'hui, on dit, il va falloir faire des économies, il va falloir faire moins de dépenses. Ah, vous savez, j'ai entendu Pujadas dire, mais vous savez, en France, on est le pays qui paye le plus d'impôts en France, d'impôts en Europe. Alors oui, si on compte les cotisations sociales comme des impôts, c'est clair que c'est le cas. Mais il n'en reste pas moins que c'est un discours qui va être matraqué par les médias mainstream, par le gouvernement, pour faire accepter par la population une réforme qui va lui nuire. Et on espère que la couleuvre ne passera pas et que la population saura descendre dans la rue, que ça soit en suivant les syndicats ou en s'organisant de manière différente, comme ça a été le cas avec les Gilets jaunes. Alors, Macron devrait sans doute affronter des manifestations, mais peut-être aussi son propre camp, parce que, bon, c'est le deuxième mandat, hein, les gens seront au moins le doigt sur la couture du pantalon, il faudra qu'il s'y fasse, mais même François Bayrou semble opposé à l'idée d'un passage en force. On a Yael Braun-Pivet, donc la présidente de l'Assemblée nationale, qui peut-être ne veut pas donner l'impression d'être tout à fait une plante verte à la tête d'une assemblée d'inutiles, parce que, en gros, le 49-3, c'est vraiment la négation de l'utilité de l'Assemblée nationale et la négation de l'utilité du consensus. Alors, c'est peut-être pour cela que Macron, il fait haut, bas, haut, ou bien, disons, c'est une sorte de communication clignotant. Un coup, il fait dire dans une sorte de conférence de presse informelle où le off est de mise qu'il passera si besoin par le 49.3, et un autre coup il dit mais non, il faut le consensus quand il rencontre les préfets. Il y a un problème. Peut-être que là, la Macronie, avec ses petits soldats, ses Playmobil comme on dit, peut-être que c'est fini, on observera. Il y a peut-être une peur chez Macron, c'est d'être comme Chirac, de faire un deuxième mandat comme Chirac, de devenir une sorte de roi fainéant, d'arriver à ne rien faire, surtout qu'il a une majorité relative à l'Assemblée, qu'effectivement il a des contestations. Mais moi, ce que je trouve un peu surprenant, c'est que j'ai l'impression qu'on organise la diversion. Quand on voit François Bayrou, qui a un emploi fictif quasiment de commissaire au plan, s'élever contre la méthode d'Emmanuel Macron. Ce sera lui qui va être responsable du nouveau truc, du nouveau gadget, le CNR,
partenaire. Voilà, le Conseil national de la refondation, qui s'identifie assez honteusement avec celui de la résistance. Mais quand François Bayrou s'insurge, il ne s'insurge pas contre la réforme des retraites. Non, il trouve ça très bien, la réforme des retraites. Il s'insurge contre la méthode. Donc en fait, on est en train de noyer le poisson dans ce débat en disant, ah bah tiens, est-ce qu'on va passer par le 49.3 ? Est-ce qu'on va passer par la loi ? Est-ce qu'on va passer par un article dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale ? Et ça donne l'impression à tous les Français qu'en fait c'est déjà acquis, que c'est déjà plié, que finalement la seule question c'est savoir comment on va procéder, mais pas la finalité. On fait croire aux Français qu'en fait la partie est déjà jouée et que cette réforme des retraites, quoi qu'il advienne, va être votée, alors que ce n'est absolument pas le cas et qu'on a vu que la rue pouvait faire reculer le gouvernement sur des projets de loi importants. La rue semble le dernier recours puisque l'Assemblée nationale, la majorité est relative, mais... disons, l'arbitre qui est LR est aussi favorable à cette réforme des retraites, même s'ils veulent embêter un peu Macron. Alors, Lisa, c'est un dossier sur lequel tu as beaucoup travaillé. D'ailleurs, dans le prochain L'Instant Porcher que tu as animé et qui va sortir ce soir même à 20h sur l'antenne du Média, vous reparlez de cet enjeu de la réforme des retraites. En fait, dans tout ça, pour revenir à ce qu'on disait juste avant, j'ai l'impression que... Macron, il joue sur le flou, sur la complexité et sur mettre en opposition des gens qui en fait ne sont absolument pas ennemis dans le débat social et dans le débat politique aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la réforme des retraites, on a commencé à en parler, lui a commencé à en parler en 2019, voire en 2020, mais après le Covid l'a arrêté. Et déjà, à l'époque, on n'y comprenait rien du tout. Déjà, à l'époque, il disait non, on ne travaillera pas jusqu'à 65 ans parce qu'avec les points, avec l'âge pivot, c'était l'équilibre financier qui était mis en avant, avant tout. Et on n'y comprenait rien à cette réforme des retraites. N'importe qui n'est pas journaliste, et même journaliste d'ailleurs, mais c'était très compliqué d'en connaître les tenants et les aboutissants. Là, 2 ans plus tard, il revient avec cette réforme des retraites comme si tout était beau, tout était rose et tout allait mieux. Elle a l'air très vidée de sa substance, mais on n'en sait rien en fait, parce que pareil, ça manque de clarté, ça manque d'explication. Il n'y a pas eu de choses concrètes là sur la nouvelle réforme des retraites, mais cette fois-ci, on va bosser jusqu'à 65 ans. Donc, tout est flou et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est voulu en fait, ce flou, parce que c'est très compliqué d'aller combattre sur un terrain flou et c'est très compliqué pour les personnes qui ne sont pas dotées d'informations toute la journée ou qui n'ont pas le temps de s'informer ou qui n'ont pas les capacités de s'informer, de lutter ensuite contre quelque chose. Et donc c'est vrai qu'on a l'impression que dans tous les cas va se faire, et comme on a vécu pendant les 2 quinquennats, dans tous les cas ce qu'il veut faire, il va le faire. On avait, avec le collectif Nos Retraites, décrypté sur un média indépendant des copains radioparleurs la réforme des retraites version 2020. Je pense que c'est quand même important de se renseigner sur la réforme des retraites 2020, parce que je pense qu'il y a certaines choses qui va s'inspirer. C'est-à-dire, moi je pense qu'il y a quelque chose qui va s'inspirer, c'est l'équilibre financier. C'est-à-dire que les retraites, dans tous les cas, elles doivent... en gros, représenter 14% du PIB, quel que soit le PIB, qu'il baisse, ou monter, je ne suis pas sûre, mais qui baisse. Peut-être même qu'on va aller à la baisse, parce que manifestement, le poids de la dette, la dette Covid et puis la dette de la crise de la guerre, là, en fait, quelque part, on va l'insérer aussi dans le budget, parce que 14%, peut-être que tu es même optimiste. En fait, le problème, c'est pas qu'il baisse, le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de retraités. Donc, en fait, par personne, ça va baisser, les montants vont baisser, etc. Et une grosse chose qui avait changé aussi, c'est qu'avant, les retraites elles étaient calculées sur nos 20 meilleures années. Donc, c'est-à-dire que ça ne prenait pas en compte si on avait 2 ans de chômage, une grossesse, un arrêt maladie. Là, c'est tout, à l'époque, c'est toute la durée de travail qui va être prise en compte. Donc, c'est-à-dire que si on a commencé à travailler à 25 ans, ça sera pris en compte, et c'est de plus en plus le cas. Si on a connu des périodes de chômage qui sont de plus en plus le cas, ça va être pris en compte. Les grossesses, donc là, on est sur une misogynie complètement assumée. Enfin, tout va être pris en compte. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit au moindre petit vice de parcours de vie où tout va être calculé pour arriver à 65 ans pour l'instant, où la plupart des pauvres seront déjà morts. Donc moi, ce que je conseille aussi, c'est d'aller voir l'Instant Porcher juste après Toujours Debout, où il y a Thomas Porcher qui explique vraiment de manière économique ce que ça représente et pourquoi ça revient dans le débat politique. Mais c'est sûr que c'est un des dossiers chauds à la rentrée à suivre et à expliquer et à vulgariser pour les gens qui ne comprennent rien. Et donc, pour ceux qui n'ont pas activé la petite cloche, il faut s'abonner, activer la petite cloche, comme ça vous recevrez à 20h la notification pour regarder l'Instant Porcher avec Thomas Porcher et Lisa. Ce que dit Lisa.
Dietrich. Moi qui suis beaucoup moins expert en économie, mais qui ai quelques phrases en tête, et je me souviens notamment d'une phrase de Charles Pasqua sur la complexité, qui disait que quand on a une affaire aux fesses, on crée une affaire dans l'affaire, et puis une autre affaire dans l'affaire de l'affaire, jusqu'à ce que plus personne n'y comprend rien. Et c'est un peu ce qu'on est en train de faire avec la réforme des retraites. Une phrase attribuée à Pasqua, parce que certains disent que c'est pas vraiment de lui, mais ça lui ressemble. Et donc, les morts, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Mais bref, a priori, il y a débat sur la paternité ces derniers temps. Alors, merci Thomas et merci Lisa de cette discussion particulièrement intéressante. On vous retrouvera souvent sur le plateau de l'antenne 24/7 du Média. Thomas, parce que Thomas, en plus d'être un journaliste, le responsable de notre pôle enquête et l'amuseur en chef, en fait, il est le président du directoire de notre coopérative. Est-ce que tu peux nous rappeler le format de ce tout nouveau média ? Alors effectivement, ce qu'on tente à cette rentrée-là, qu'on commence aujourd'hui le 19 septembre, c'est peut-être un des plus grands changements, voire le plus grand changement qu'a vécu le média depuis sa création en 2018. Et c'est vrai qu'on lance, notre idée c'était de venir concurrencer sur leur terrain les grandes chaînes CNews, BFM, qui appartiennent à des milliardaires, qui racontent le monde avec les mots de l'extrême droite et de l'extrême marché. Et on ne voulait plus leur laisser la place. On réclame notre place dans le paysage audiovisuel français. Alors c'est pour ça qu'on lance une antenne 24/7. Alors, bien sûr, le chemin est long, mais on a déjà tous les jours, du lundi au jeudi, une antenne en direct de 13h à 20h, avec 3 flashs à 13h, 15h, 17h, avec une émission qu'on lance aujourd'hui qui s'appelle Toujours debout, qui va raconter les luttes, qui va raconter les mouvements sociaux, qui va couvrir aussi les manifestations, parce que notre but, c'est pas seulement de parler de la reine d'Angleterre et du Burkini, c'est de faire du journalisme autrement, d'être au plus près des gens, d'être au plus près de ceux qui n'ont rien, et de critiquer ceux qui ont l'argent. Et ça, c'est vraiment notre ambition. Mais pour ça, c'est vrai qu'on lance cette antenne sans en avoir vraiment les moyens, parce qu'on le dit tout le temps, mais c'est vrai qu'on est une petite équipe, une petite structure, et là, on lance une antenne très ambitieuse avec 4 prises de direct par jour qui nécessite un investissement de tous les instants. Donc, notre objectif, c'est d'atteindre très rapidement 12 500 abonnés. Aujourd'hui, on a environ 9 400, presque 9 500, parce que pour pouvoir tenir cette antenne sur la durée et nous développer, parce que notre but à terme, c'est d'être présent sur les box, Orange, Free, etc. Et aussi d'aller réclamer un canal sur la TNT pour être présent sur le téléviseur de tous les Français et venir concurrencer les grandes chaînes dont je parlais tout à l'heure. Donc on a besoin de vous parce qu'on n'a pas d'oligarques qui nous soutiennent, on n'a pas de milliardaires, on ne va pas prendre de mallettes en Afrique. On a un média vraiment indépendant qui dépend que de ses abonnés. Alors abonnez-vous, soutenez-nous, aidez-nous et vous verrez, vous ne serez pas déçus. On sera là notamment pour couvrir les manifestations qui sans doute se tiendront contre la réforme des retraites, contre la réforme de l'assurance chômage. On sera là, on essaiera d'être là partout en France, au plus près des gens. On sera là le 22. Ouais, on sera là le 22, on sera là le 29. Et on sera là le 29. On sera là pour la marche contre la vie chère aussi, organisée en octobre. On sera là.